Salut les photographes, aujourd'hui c'est les MPR News du mois d'octobre 2019, on a vraiment beaucoup de news à couvrir, donc on attaque, c'est parti. Bienvenue dans ce nouveau studio, j'espère que l'image est déjà un petit peu mieux que la fois dernière, ça va encore s'améliorer au fil du temps évidemment, l'image, le son, au fur et à mesure que le studio se construit. Allez, on attaque les MPR News et tout d'abord, je vais vous parler du sponsor de ces MPR News qui est Salle Digital. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne et de soutenir le format des MPR News. On parlera un petit peu plus tard de Salle Digital dans cette vidéo, vous connaissez déjà. On abordera notamment la question des tutoriels et de l'utilisation du logiciel Salle Digital. Allez, on attaque avec les photo news. Alors une idée que je trouve vraiment super intéressante, très créative, qui avait été utilisée pour une campagne de sensibilisation pour les espèces animales en danger, déjà je crois ça remonte à 2008, mais c'est ressorti assez récemment sur internet. L'idée c'est d'illustrer le nombre d'individus qui restent dans chaque espèce animale en mettant le même nombre de pixels que le nombre d'individus, à peu près, hein, parce qu'évidemment il faut qu'on puisse faire un carré de pixels. Mais imaginez par exemple, si vous avez un animal dont il reste 20 000 individus dans la nature, eh ben, vous aurez une photo avec 20 000 pixels. S'il en reste que 300, vous aurez une photo avec 300 pixels. Et ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que plus l'espèce est en cours de disparition, plus son image disparaît en fait. Il y a même certains animaux où il reste plus qu'une centaine ou 200 individus, on n'arrive même plus à distinguer l'animal. Et donc ça reproduit, je trouve, très bien l'idée que effectivement l'animal est en train de partir de notre esprit, partir de nos mémoires. Et je trouve le message super fort. Ça revient au goût du jour parce qu'il y a un programmeur qui s'est intéressé à la question et qui s'est dit tiens, ce serait cool quand même de faire le lien direct avec la base de données de, je crois que c'est l'UICN, hein, l'Union internationale, voilà, qui recense en gros toutes les espèces animales en danger et notamment le nombre d'individus supposés encore dans la nature. Et donc il met en fait en direct à jour ces photos-là en fonction du nombre de pixels et je trouve ça plutôt intéressant. Les CWPA, alors c'est la saison des awards, c'est la saison des gros concours de photographes. Je ne vais pas tous les répertorier ici, mais celui-là je trouvais qu'il était vraiment intéressant. C'est les Comedy Wildlife Photography Awards, donc en gros le concours des photos d'animaux sauvages comiques. Et il y a vraiment des photos qui sont hilarantes, qui sont très drôles, donc je vous invite vraiment à aller les voir. Je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude, vous avez tous les liens pour voilà, aller voir tout ce dont je vous parle dans cette vidéo. Donc attendez la fin de la vidéo parce qu'il y a pas mal de news intéressantes, mais vous irez voir, c'est vraiment super intéressant. Un petit côté fétichiste pour certains d'entre vous, ceux d'entre vous qui adorent le bruit, le son des appareils photo, le son des déclencheurs d'appareils photo ou du miroir qui se lève ou qui se baisse. La société Lens Rentals aux États-Unis s'est amusée à faire un comparatif du son des shutters, en fait, des mouvements de miroir, enfin c'est pas le miroir plutôt, c'est le rideau, sur 16 caméras différentes. Et ensuite ils ont fait voter à l'aveugle toute leur audience. Et le grand gagnant est le Nikon D850 qui a priori est le plus beau son de déclenchement. Et le pire est un Leica, j'étais assez étonné, moi j'aime beaucoup le bruit de certains anciens Leica, vous savez ceux qui font un petit bruit bien mécanique. Bon là c'était un autre bruit qui était complètement dégueulasse, donc je suis plutôt d'accord avec eux sur le verdict. Instagram, alors ça c'est assez intéressant, je ne sais pas si certains d'entre vous gèrent une page Facebook ou un compte Instagram un peu conséquent. Si vous gérez une page Facebook, peut-être que vous connaissez le Facebook Creator Studio qui vous permet de gérer un petit peu mieux vos publications, les préparer à l'avance, les diffuser sur différentes pages en même temps, etc. C'est plutôt pas mal fichu. Et en fait, ils viennent d'intégrer Instagram dans le Creator Studio et ça permet du coup maintenant de programmer ses posts en avance, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent sur Instagram nativement. Donc c'est un vrai plus. Et surtout, ça permet notamment de ne plus avoir besoin d'utiliser des combines pour les photos verticales. Je m'explique. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé Buffer, qui me permet de mettre mes photos sur Buffer, et puis Buffer les publie à ma place sur mon compte Instagram. Le souci, c'est quand mes photos ne sont pas dans le format Instagram. Vous savez, si vous faites des photos format normal mais vertical, c'est trop vertical pour Instagram, donc il faut les recadrer. Et donc dans ce cas-là, il y a des combines où Buffer vous envoie une notif, etc. C'est compliqué. Là au moins on n'a plus ce problème-là, on met tout de suite la photo telle qu'elle doit être. Maintenant, à l'usage, je vous avoue que j'ai utilisé ça pendant quelques semaines. À l'usage, je suis revenu sur Buffer, je trouve que Buffer est quand même plus pratique pour moi. Donc voilà, bref, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil quand même. C'est toujours bien que ça avance de ce côté-là. Skyloom, la société qui est derrière le logiciel Luminar, va sortir la version 4
Et dans la version 4, il y a pas mal de nouveautés, et notamment ils se sont beaucoup basés sur l'intelligence artificielle. Et là, il y a une option d'intelligence artificielle qui est plutôt intrigante, qui s'appelle AI, donc Artificial Intelligence Structure. En gros, c'est essentiellement une sorte de clarté. La structure, c'est plutôt la clarté pour Luminar. Sauf que là, c'est basé sur le contenu, c'est-à-dire il donne un exemple avec un grand paysage, avec des montagnes un peu voilées derrière, et puis une personne au premier plan, c'est une photo très Instagram-like, on va dire. Et l'idée, c'est de dire, si on veut mettre de la clarté, pourquoi mettre de la clarté sur toute la photo? Donc là, le programme analyse automatiquement, se rend compte que tout ce qui est voilé derrière peut bénéficier d'un peu plus de clarté, mais que le visage de la personne au premier plan ne devrait pas avoir plus de clarté que ça n'était le cas, et donc du coup, il n'applique que sur l'arrière-plan. Donc l'idée, encore une fois, c'est de faire gagner du temps à la retouche photo. Pourquoi pas? Maintenant, moi, je vous avoue que c'est un de mes plaisirs quand même en photo. Enfin, je trouve que plus on avance en photo, plus on restreint le nombre de photos qu'on va retoucher et plus on a envie d'y passer du temps en fait. Là où au début, on va parfois faire une sortie photo, revenir avec 400 photos, on va retoucher 150. Du coup, on a envie d'aller un peu vite. On peut être intéressé par ces trucs un peu d'intelligence artificielle et tout, mais plus le temps passe, moins on retouche de photos quelque part, et donc je pense plus c'est intéressant de pouvoir bien tout contrôler, comme on aime contrôler à la prise de vue. Donc voilà, moi je suis pas super fan de tous ces trucs d'intelligence artificielle. Maintenant, ça peut avoir des usages, ça peut avoir des moments où c'est plus... voilà, par exemple, toutes les photos que je fais retoucher automatiquement par Lightroom, ça peut être pas mal d'avoir ces choses-là, mais ce ne sera pas mes meilleures photos en tout cas. Miro, j'avais oublié d'en parler dans les dernières MPR News. Là, on va en parler très brièvement, mais si le sujet vous intéresse, je pourrais vraiment faire une vidéo dédiée. À vous de me dire dans les commentaires. Miro, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une start-up française qui a levé énormément d'argent, plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, je ne sais plus combien, mais en gros, c'est une des rares licornes françaises. Les licornes, c'est des start-up qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Et en fait, ce que propose Miro, c'est d'uberiser en quelque sorte la prestation photographique en fait. Au départ pour les entreprises, et là ils vont s'attaquer au marché des photographes de mariage. Et donc évidemment ça fait grincer énormément de dents dans le milieu de la photographie. Et voilà, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense ici tout de suite, j'ai un avis plutôt mitigé. Je trouve que c'est un petit peu facile de prendre tout de suite la défense de tous les photographes de mariage et du monde photographique existant en se disant oui, ils vont vous piquer votre job, ils baissent les prix, ils cassent le business, etc. Là où en fait je pense que ça répond à une réelle demande. Si ça marche aussi bien et s'il y a autant de clients qui vont voir chez Miro, c'est bien que ça répond à une demande, et je pense même dans certains cas ça crée des nouvelles demandes, ça crée des occasions où des clients vont faire appel à des photographes là où normalement ils n'auraient pas fait appel à des photographes. Donc je pense qu'il y a une vraie place en fait pour ce type d'entreprise. Je ne pense pas que ça dévalorise le travail des photographes qui ont une patte artistique, qui veulent voilà, défendre leur vision aussi de la photo. Je pense qu'il y a la place pour les deux. Par contre, la période de transition et d'ajustement entre les deux risque d'être un peu compliquée. Mais en gros, moi, ma conclusion, encore une fois, on pourra en discuter pendant très très longtemps, ça peut mettre un sujet pour un live. Mais moi, ma conclusion, en gros, est de dire Miro va venir piquer le boulot de tous les photographes qui aujourd'hui comment dire, vendaient leurs prestations pour faire de la photo très simple, j'ai envie de dire, dans laquelle ils ne mettaient pas leurs pattes. Mais parce qu'il n'y avait pas d'alternative aujourd'hui, certains clients se payaient des photographes et donc payaient entre guillemets trop cher par rapport à ce qu'ils obtenaient. Par contre, tous les clients qui veulent avoir une patte artistique, qui veulent avoir un photographe qui va venir capturer les bonnes émotions au bon moment, etc., je pense pour les mariages en particulier, je pense que ces photographes continueront à avoir du boulot, continueront à savoir mettre en avant pourquoi ils ont un tarif 2, 3, 4, 5, 10 fois plus élevé que sur Miro, et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais pour une entreprise qui veut faire des portraits corporate de ses 500 salariés sur une après-midi, quelque part on a plus besoin d'un technicien que d'un artiste pour ce type de prestation. Là où pour un mariage, pour une séance de couple, etc., on a beaucoup plus besoin d'un artiste. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, à mon avis il y a une place pour les deux. Bref, il y a un article qui a été rédigé sur Madines par un photographe justement, qui est assez intéressant parce que c'est un photographe qui est aussi entrepreneur, et donc il est à la fois admiratif de ce que Miro a réussi à construire, mais à la fois totalement frustré et énervé de ce que Miro va lui faire à sa propre carrière de photographe. Donc c'est assez intéressant parce que du coup c'est un article qui est assez équilibré, qui prend un petit peu les deux pendants, donc je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse.
Disney qui a commencé tranquillement à remplacer les photographes dans certains de ses parcs. Alors pas encore à Disneyland Paris, a priori, c'est plutôt aux États-Unis. Vous savez, c'est les endroits où on peut se faire photographier avec Mickey, avec les personnages et tout. Et donc Disney a commencé à mettre une espèce de bibliothèque avec des livres, et puis à l'intérieur sont cachés deux Nikon D850, et puis des petites cellules qui vont permettre un petit peu de capturer les choses, notamment de déclencher un flash. Et en gros, on se positionne avec le personnage et puis le tout va décider à quel moment ils vont déclencher, ça va sortir une photo automatiquement, etc. grâce à l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est assez intéressant de se demander pourquoi Disney se met à faire ce genre de choses. Évidemment, il y a une question de business, ça leur coûte beaucoup moins cher d'avoir des machines que d'avoir un photographe. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'a priori, en creusant un petit peu, on se rend compte que même quand il y avait un photographe, même quand celui-ci était capable de capturer des moments vraiment très furtifs, mais des vrais moments super chouettes, un regard, un truc comme ça, les clients, en majorité, pas toujours, mais en très grande majorité, choisissaient quand même la photo bateau, celle où on est tous à côté de Mickey et on fait le grand sourire à Bright comme ça. C'est en général la photo que choisissaient les clients. Et donc quelque part, chez Disney, ils se sont dit, puisque les clients finissent par acheter la photo bateau qui est la même que celle de tout le monde, autant mettre une machine à la place. Et je trouve ça là encore une fois intéressant de se dire que parfois nous, en tant que photographes, on a tendance à imaginer que le monde entier a envie d'avoir des photos artistiques ou des photos avec des super émotions dedans, là où souvent, ou parfois, les personnes veulent juste soit un souvenir, soit une photo technique. Et c'est vraiment deux métiers différents en fait, d'être photographe technique, et c'est ceux-là qui vont se faire remplacer par les machines, ou d'être photographe artiste avec une vision, avec un œil entre guillemets, où ceux-là ils ne sont pas prêts d'être remplacés par les machines. Flurm, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Américain je crois, non peut-être, je sais pas, enfin en tout cas un anglophone qui fait des vidéos sur YouTube, sur Photoshop en particulier. Et là c'est assez intéressant parce qu'il fait une vidéo où il apprend à sa maman à retoucher une photo de lui quand il était petit. Et sa maman n'a jamais touché Photoshop évidemment. Et donc c'est la maman qui a la main sur le clavier et la souris. Et c'est assez rigolo comme vidéo. Et si, comme moi, vous êtes un peu intimidé par Photoshop, c'est vraiment sympa parce que c'est une bonne entrée en matière et ça permet vraiment d'avoir les premiers réflexes en fait. Et donc plutôt que d'avoir quelqu'un qui se met dans la peau du prof et qui vous dit bon, on va commencer par apprendre comment ça marche les calques, comment faire une forme, etc. Là, on est sur un exemple concret. La maman, elle veut avoir sa photo retouchée à la fin. Et donc, on a les petits raccourcis clavier, les petits clics et on commence à comprendre quelques mécanismes. Et je trouve que c'est plutôt intéressant comme exemple. Leica a mis sur pied son musée de la photographie en Allemagne et en fait ça complète le Leica Land entre guillemets. Alors, Leica Land parce qu'en fait il y a l'usine Leica évidemment, il y a le musée, il y a un hôtel, il y a une boutique, il y a voilà, tout au même endroit. Donc pour les gens qui sont super fans de Leica, vous savez où passer vos prochaines vacances. Canon a annoncé une mise à jour pour ses appareils mirrorless EOS R et EOS RP pour améliorer l'autofocus. A priori, ça a beaucoup amélioré l'autofocus. Vous savez, l'autofocus sur l'œil en particulier avait du mal à s'accrocher et surtout, il s'accrochait que quand le sujet était on va dire, à 2 mètres de l'appareil photo, là où chez les concurrents, notamment chez Sony, il peut s'accrocher à 10 ou 15 mètres. A priori, maintenant, il est beaucoup plus sensible et il a l'air d'être à peu près au même niveau que l'EYE AF, donc l'autofocus sur l'œil de chez Sony. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les possesseurs de Canon. Il y a une mise à jour de sécurité qui est à faire pour tous ceux qui possèdent un 80D. Il y a un 80D qui a été hacké via Wi-Fi, pour l'exemple. Donc il y a quelqu'un qui, via le Wi-Fi du 80D, a réussi à le hacker, quoi, voilà. Rien de bien grave, ça m'étonnerait que demain dans la rue, vous ayez des tonnes de gens qui cherchent à hacker votre appareil photo. Mais il y a quelqu'un qui a montré que c'était possible, donc du coup, Canon a sorti une mise à jour pour corriger ça. Samsung a annoncé qu'ils allaient sortir un capteur pour smartphone de 108 mégapixels. Voilà, la course aux chiffres encore une fois, avec une option quand même intéressante qui s'appelle Tetracell, c'est-à-dire que comme vous voyez sur la matrice de Bayer là, on a 4 pixels verts à côté de 4 pixels bleus, 4 verts et 4 rouges, plutôt que d'avoir un vert, un bleu, un rouge, un vert, qui permet du coup en basse lumière de faire une photo de 27 mégapixels, ce qui reste quand même pas mal, mais avec du coup des photosites virtuellement plus grands, donc je trouve ça plutôt intéressant comme concept. Donc pourquoi pas, moi je serais plutôt pour en fait l'idée de diminuer virtuellement le nombre de pixels de ma photo pour avoir une meilleure qualité en basse lumière, donc pourquoi pas.
Ensuite, Flickr a annoncé que maintenant il était possible d'acheter des tirages sur son site. Et effectivement, quand vous allez sur votre compte Flickr, vous avez une petite section tirage en haut. Alors on peut uniquement acheter des tirages de nos propres photos, évidemment, on ne va pas pouvoir acheter des tirages des autres si ceux-là n'ont pas donné leur autorisation. Le process est vraiment très très rapide. À mon avis, ça manque encore un petit peu d'options. Tout est un petit peu en anglais encore pour l'instant, mais vous pouvez déjà aujourd'hui, vous en France, commander. C'est fabriqué et livré depuis l'Écosse par contre. 2-3 news, mon petit réflexe. Alors, je serai présent au Salon de la Photo. Comme tous les ans, j'ai des places gratuites pour vous, pour ceux qui n'auraient pas encore leur place. Donc, le Salon de la Photo, ça aura lieu du 7 au 11 novembre, à Paris, évidemment. Le code en question, je vous mets le lien de toute façon, comme d'hab. Dans la description, vous avez le lien pour aller sur le site. C'est badge.lesalondelaphoto.com. Et quand vous devez rentrer un code, vous rentrez le code MTRX19. Alors, MTR, pas MPR. Parce que je pense qu'il y a dû y avoir une erreur au moment où ils ont créé le code. Donc voilà, MTRX19, ça fonctionne et ça vous permettra d'avoir votre place gratuite pour le salon de la photo. Voilà, comme je vous dis, moi j'y serai, je ne sais pas encore exactement quel jour, je vous tiendrai au courant de toute façon un petit peu avant le salon de la photo. Probablement que j'y serai le samedi, mais j'essaye aussi d'organiser un autre truc pour le coin des youtubeurs le samedi, donc je vais voir, voilà, je vais voir comment je m'organise, mais j'essaierai d'y être au moins à ce moment-là et je serai probablement là aussi, soit peut-être le dimanche, peut-être le vendredi, je vais voir comment je m'organise. Un petit mot à propos du sponsor de cette vidéo, Salle Digital. Merci à eux encore. Voilà, Salle Digital, c'est un endroit qui est vraiment parfait pour aller faire des tirages, soit des livres photos, des calendriers, enfin voilà, vous avez toute la panoplie habituelle. Je trouve que Salle Digital, c'est globalement un bon rapport entre qualité, rapidité et prix. C'est-à-dire que c'est pas les moins chers du marché, c'est pas la meilleure qualité du monde, c'est une très bonne qualité très correcte, pour un prix correct, et c'est rapide, et en 2-3 jours, c'est chez vous en général. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne offre de base en fait, et c'est pour ça que j'ai continué de les recommander. Aujourd'hui, on s'intéresse au logiciel Salle Design, c'est-à-dire que quand vous allez créer un livre photo, par exemple, sur Salle Digital, vous allez télécharger un logiciel qui s'appelle Salle Design, qui vous permet ensuite de faire toute votre mise en page, et une fois que tout ça est prêt, vous le renvoyez, et paf, ça part direct à l'impression. Donc, comme c'est un logiciel, il y a des tutoriels, et chez Salle Digital, ils ont créé plus d'une vingtaine de vidéos tutoriels qui sont sur leur site web. Donc là, pareil, je vous mets le lien en description pour aller jeter un petit coup d'œil, et c'est plutôt pas mal parce que ça permet vraiment d'apprendre petit pas par petit pas. Si jamais vous êtes bloqué, il y a probablement un tutoriel qui vous apporte une réponse à ce que vous cherchez. Et l'avantage, c'est que c'est des tutoriels vidéo en français, parce que comme vous le savez, Salle Digital, c'est une entreprise qui est en Allemagne. Et c'est plutôt cool d'avoir des vidéos en français pour ça. J'en ai regardé une en particulier qui m'intéresse beaucoup, j'en ai regardé beaucoup, mais celle qui donne des astuces pour les arrière-plans, je l'ai trouvée très très intéressante. J'ai appris 4-5 choses dans cette vidéo de moins de 2 minutes, donc comme quoi c'est plutôt bien fait. Et ça vous apprend en fait comment bien faire des arrière-plans pour des livres photos. Et moi je galère toujours là-dessus sur les arrière-plans. Soit j'essaie de remplir mes pages avec les photos, soit en arrière-plan je me dis je fais quoi? Je mets une couleur unie, je mets une texture, je mets une autre photo, mais dans ce cas-là ça risque de jurer par rapport à la photo que je vais mettre par-dessus. Je galère toujours pour les arrière-plans. Et là il y a des très bonnes astuces dans cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, donc vous cliquez sur le lien que je vous mets, et vous allez quasiment en bas de la page des tutoriels. C'est pas la première vidéo, elle est vraiment plutôt dans les dernières, mais elle est vraiment très très intéressante. On passe aux news matos, et il y en a beaucoup des news matos. Canon a annoncé le 90D, donc c'est le successeur à la fois du 80D et du 7D Mark II. Clairement, chez Canon, on continue de faire des réflexes, mais ils vont limiter la gamme de réflexes pour vraiment en proposer moins et pour se concentrer plus sur les mirrorless. Donc c'est un APS-C 32,5 mégapixels, bon boost en termes de résolution du capteur. On a tout ce qui fait la joie des appareils photo Canon, un dual pixel. Alors il y a même maintenant l'eye autofocus, l'autofocus sur l'œil, en live view seulement, donc quand on a le miroir relevé évidemment. 10 images par seconde, ce qui est tout à fait correct. La 4K en vidéo sans crop, ce qui est une première chez Canon quand même. Donc ça c'est très bien. Il est proposé à 1 300 € nu et 1 400 € avec le 1855 IS STM, disponible normalement mi-septembre, donc déjà disponible. Voilà, je pense que c'est un bon réflexe, hein. C'est la suite de la série du 70D que j'ai eu pendant très longtemps, et que j'ai toujours d'ailleurs, mais j'utilise de moins en moins. Donc voilà, si vous voulez rester sur les réflexes, ça reste une très bonne référence, je pense. Il y a tout ce qu'il faut dedans.
Et Canon a annoncé en même temps son penchant mirrorless, donc le EOS M6 Mark II, 32,5 mégapixels APS-C aussi, c'est le même capteur, dual pixel, high autofocus, du coup quand vous êtes sur le viseur, dans le viseur ou sur l'écran, 14 images par seconde, il filme en 4K évidemment. Vous avez un écran mais qui est seulement tilt, il ne peut pas s'orienter sur le côté malheureusement, un petit peu dommage. Et un viseur qui est détachable. Alors je demande à voir un viseur détachable, si ça se trouve la qualité est juste très très bien, mais j'ai l'habitude quand même moi d'avoir tout le temps mon viseur dans l'appareil. De la même manière, s'il est détachable, ça veut dire que quand vous allez le ranger dans le sac, c'est un point de faiblesse. Donc vous allez sûrement le détacher. Donc ça veut dire que quand vous allez reprendre votre appareil, il faudra le remettre. Pour moi, c'est un petit peu un inconvénient quand même d'avoir ce viseur détachable. Il est proposé à 900 € nu, 1200 € en kit avec le viseur et puis avec un objectif 15-45. C'est l'objectif kit pour les mirrorless chez Canon. Dispo en septembre aussi. Canon a aussi annoncé un autre mirrorless plus entrée de gamme, le EOS M200, 24 mégapixels en APS-C, avec toujours la technologie dual pixel, le High AF. En fait, en gros, c'est comme le M100 qui était son prédécesseur. Pour tout le reste, pour le nombre d'images par seconde, etc., ça n'a vraiment pas changé. Donc on a juste les dernières technologies qui sont intégrées. Pas de viseur par contre sur ce boîtier là, donc c'est vraiment pour les gens qui viennent du smartphone, mais je pense que quand on vient du smartphone et qu'on a envie de faire des belles photos, le viseur c'est quand même le premier élément qui aide vraiment à mieux composer, à prendre un peu plus de temps à faire ses photos, donc je trouve ça un petit peu dommage que ce ne soit pas intégré. Il est vendu 550 $ en kit avec le 15-45. Sony a annoncé le Alpha 6600. 24 mégapixels pour en APS-C, 11 images par seconde, 4K, donc vous voyez c'est très très similaire avec ce que Canon propose aussi. On a quand même l'impression que sur les boîtiers APS-C mirrorless, on commence à être nivelé et que tout le monde propose un peu les mêmes choses. Avec un écran seulement tilt aussi, le Real-Time AF en photo et en vidéo, donc c'est un peu les dernières nouveautés d'autofocus de chez Sony. La batterie Z par contre, ça c'est une nouvelle batterie qui dure très longtemps, donc ça c'est très très bien. Pour un prix assez exorbitant de 1600 € en nu et 2000 € en kit, disponible au mois de novembre. Je trouve le prix déconnant. Perso, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour un boîtier APS-C qui, certes, à une époque était le top du top, mais aujourd'hui a beaucoup d'équivalents et moins cher. Donc je trouve ça vraiment un peu choquant en fait. Sony a annoncé en même temps le Alpha 6100. Alors on a le 6600 et le 6100 en même temps. Ok, on va essayer de comprendre la gamme juste après. C'est un 24 mégapixels APS-C, c'est pareil, seule chose, le capteur n'est pas stabilisé par rapport au 6600 où le capteur était stabilisé, 11 images par seconde, 4K, l'écran seulement tilt, voilà, tout ça c'est exactement pareil, et c'est les anciennes batteries, donc qui durent moins longtemps. Mais vous voyez la différence de prix, on est à 900 € et à 1000 € en kit, disponible dès le mois d'octobre. Ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant en termes d'entrée sur le marché du mirrorless, si vous voulez démarrer en mirrorless APS-C, ce Sony est plutôt pas mal. Alors voilà un petit peu, je me suis amusé à récapituler un petit peu parce que alors moi-même je possède du matériel Sony, hein, mais pour autant je pige rien à cette gamme des mirrorless APS-C de chez Sony. C'est le gros bazar. Je vous le refais dans l'ordre, c'est même pas dans l'ordre chronologique, on va le faire dans l'ordre de dénomination. On a le Alpha 6000 qui est sorti en 2014, qui coûte à peu près 500 €. D'accord ? Ça c'est la base, c'est le premier, c'est celui que j'avais testé sur ma chaîne d'ailleurs à l'époque, qui commence à être vraiment daté, clairement, voilà, je ne vous le conseille pas. On a le Alpha 6100 qui vient de sortir, donc en 2019, qui coûte 900 €. On a le Alpha 6300 qui est sorti en 2016, qui n'est plus disponible, qui n'est plus vendu, ok, donc on va l'oublier celui-là. On a le Alpha 6400 qui est sorti en 2019 aussi, qui est sorti déjà cette année, qui coûte 1050 €, donc c'est une version plus haut de gamme. On a le Alpha 6500 qui est sorti 3 ans avant le 6400, vous me suivez, qui coûte 400 € de plus, mais qui en plus est moins bien que le 6400. Donc il est toujours vendu, mais celui-là, oubliez-le, parce qu'il y a quasiment tout de moins bien que le 6400, et il est 400 € plus cher. Et puis on a le Alpha 6600 qui est sorti en 2019 et qui coûte 1600 €. Je vous ai mis un code couleur là. En gros, ce que ça veut dire, c'est en vert, ouais, c'est des très bonnes options, c'est un bon rapport qualité-prix. En jaune, ça peut être à considérer dans certains cas. En orange, je vous le déconseille. En rouge, c'est vraiment une hérésie d'acheter ça. Globalement, je pense que le Alpha 6100, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne entrée en matière, notamment voilà, quand ça va peut-être baisser encore de 100 ou 200 €. Et puis ensuite, celui-là, c'est vraiment pas cher du tout. C'est pour ça que je l'ai laissé en jaune. Et le 6400, c'est pour moi le haut de gamme qui est plutôt intéressant et qui reste à un tarif
relativement abordables. Tous les autres, pour moi, ne sont pas des bonnes options. J'espère que ça éclaircit un petit peu mieux dans votre tête. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a aidé de faire ce tableau. Alors, donc voilà ce que je pense sur le 6600. Quand on le compare en termes de prix, par rapport à d'autres boîtiers, d'autres marques, on est dans le même ordre de prix que le Fujifilm X-T3, qui est quand même vachement plus intéressant, même en vidéo, qui est plus intéressant, qui a, je pense, des meilleures capacités. Donc à choisir entre les deux, moi je vous envoie plutôt sur le Fuji. On est aussi dans la même gamme de prix que le Canon M6 Mark II, qui m'a l'air tout à fait similaire, voire même il est moins cher, je crois, le M6 Mark II. On a évidemment le Alpha 6400 qui coûte 500 € moins cher, et la seule différence c'est qu'il n'a pas de stabilisation du capteur et les anciennes batteries. Et quand on y réfléchit, même si jamais on est prêt à mettre 700 € de plus, qu'une fois qu'on met 1600 € sur la table, allez, on n'est plus très loin de mettre 700 € de plus, on a un Sony Alpha 7 III, plein format, avec tout ce qu'il faut là où il faut, un bon grip, etc. Je trouve le placement de ce 6600 très mauvais en fait. Ils ont voulu faire du super haut de gamme, mais qui passe si haut de gamme que ça, et ils le mettent à un prix haut de gamme, et du coup je trouve qu'il est mal placé. Fujifilm, on a quelques annonces chez Fuji. Ils ont annoncé le XA7, un boîtier APS-C, 24,2 mégapixels, qui shoot à 6 images par seconde, vidéo 4K 30 images secondes, pas de viseur par contre, donc on est un peu dans la même gamme que le EOS M200 qu'on a vu tout à l'heure. Écran rotule tactile, donc là pour le coup, celui-là il peut se déporter sur le côté, donc c'est un gros plus. Dispo le 24 octobre et disponible en kit, avec un kit 15-45 mm pour 700 $. Donc on est là encore sur de l'ultra entrée de gamme mirrorless, et je trouve ça bien qu'on ait de l'entrée de gamme mirrorless qui commence à débarquer. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas le viseur à chaque fois. Un petit viseur, alors je sais que ça coûte des sous de faire un viseur électronique, mais voilà, j'aurais tendance à conseiller quand même à ceux qui veulent se lancer sur le mirrorless de prendre un viseur, parce que c'est quand même pas pareil l'expérience de prendre des photos sur un écran. Fujifilm a aussi annoncé le développement du X Pro 3. C'est un appareil type rangefinder avec un boîtier en titane et avec des trucs un peu bizarres. Ils ont décidé de cacher l'écran. Ils disent l'écran perturbe un petit peu la prise de vue, donc on veut éviter qu'on se réfère tout le temps à l'écran. Donc ils ont fait un petit écran ici, mais qui va reprendre juste les paramètres de base de votre photo. Et vous pouvez même mettre votre simulation de film, vous savez, comme à l'époque quand on faisait de l'argentique, où on découpait le petit carré qui mettait par exemple le type de film et puis la plage ISO. Et puis on venait les glisser, il y avait une petite fente exprès pour les glisser, pour se souvenir de ce qu'il y avait comme pellicule dans le boîtier. Donc voilà, ça parlera un petit peu au vintage. Et vous avez la possibilité d'ouvrir l'écran en fait qui est caché derrière, mais vous pouvez l'ouvrir que vers le bas pour revoir vos photos si vous voulez, mais pour prendre des photos c'est absolument pas pratique, à part vraiment si vous voulez prendre à la taille quoi. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après voilà, vraiment pour des gens qui recherchent une expérience très particulière. L'annonce officielle sera faite le 23 octobre. Ricoh Pentax qui a donné des nouvelles. Donc Ricoh, c'est la marque c'est l'entreprise qui possède la marque Pentax. Et ils ont annoncé développer un nouvel appareil photo. Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. Et c'est le développement donc du successeur du KP, qui était donc le dernier boîtier APS-C qu'ils avaient développé. Donc c'est un réflexe évidemment, hein, Pentax ayant annoncé pense que tous les gens qui partent vers le mirrorless vont revenir au réflexe un jour. Voilà, on avait été discuté dans d'autres MPR News, pour moi c'est vraiment le signe qu'ils n'ont plus beaucoup d'investissements possibles à mettre dans leur matériel, ils ne vont pas se lancer sur le mirrorless. Maintenant, en termes de réflexe, ils ont toujours fait des excellents boîtiers, très ergonomiques, et souvent ils ont mis plus de techno que les autres à prix égal, donc il ne faut pas non plus les jeter à l'eau trop rapidement. Donc je suis content de voir qu'ils continuent de développer des boîtiers. Donc là celui-là sortira en 2020, donc voilà, bon signe c'est que Pentax n'est pas mort. Quelques annonces aussi de développement chez Nikon et Canon. Le D6 est annoncé chez Nikon, voilà, ils ont annoncé qu'ils développaient le D6, c'est tout. Et puis chez Canon, il y a des rumeurs qui disent que le Canon 1DX Mark III est en cours de développement, c'est tout. Voilà. Mais en gros, c'est des boîtiers vraiment très très haut de gamme pour sportifs, pour la photo de sport en particulier. Photo de sport et animalier, c'est des boîtiers qui vont dans les 5-6 000 €, qui ont des rafales de fou. Il y a un autofocus super rapide en général. Clairement, ils sont développés, ils vont être sortis soit pour la fin de l'année, soit pour début 2020, en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Donc voilà, il faut que ça sorte 6-8 mois avant pour que les photographes aient le temps de s'y faire. Nikon a annoncé aussi qu'ils étaient en préparation d'un 120-300 f2.8 en monture F, donc pour la monture réflexe, date et prix à venir plus tard.
Sony a annoncé plusieurs objectifs pour leur monture APS-C, ce que je trouve intéressant. Un 1655 f2.8 dans la série G. Donc G, c'est le haut de gamme, c'est pas le super luxe qui est la G Master, mais c'est le haut de gamme. Les objectifs G que j'ai pu tester sont déjà excellents. Sorti en octobre pour 1300 €. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant? J'aime bien quand il y a des marques qui commencent à développer des objectifs hyper qualitatifs pour APS-C. Parce que de plus en plus, je suis persuadé qu'il y a des photographes qui vont tendre vers du plein format et d'autres qui vont tendre vers l'APS-C et où l'APS-C est largement suffisant. La vraie raison pour laquelle souvent on passe de l'APS-C au plein format, c'est pas parce qu'on a besoin d'un plein format, de cette spécificité de capteur, c'est souvent parce que des optiques pour plein format sont meilleures. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'oriente les gens soit vers Fuji pour l'APS-C, ceux qui veulent faire de l'APS-C ou qui ont besoin d'APS-C, soit vers du Fuji parce que Fuji a développé une vraie gamme d'optiques très qualitatives, soit vers Sony qui commence maintenant à faire des objectifs très qualitatifs pour APS-C. Là où avant, les APS-C, c'était considéré comme de l'entrée de gamme et une étape avant d'arriver sur le plein format. Et donc, quelque part, les fabricants mettaient pas énormément d'énergie et faisaient des objectifs plutôt bas de gamme. Ou alors, il fallait acheter des objectifs dédiés plein format et les mettre sur des APS-C, ce qui n'était pas idéal non plus. Donc voilà, je trouve ça bien. Ils ont annoncé dans le même temps un 70-350 f4.5.6.3 G, toujours en série G, pour APS-C, encore une fois, pour la monture E, disponible en novembre pour 900 €. Donc là, encore une fois, un téléobjectif zoom, en espérant qu'il soit bien qualitatif. Mais voilà, on peut l'espérer. Canon a sorti le 15-35 f2.8. Donc voilà, dans la fameuse sainte trinité des objectifs f2.8. Sériel pour monture RF, donc pour ces appareils photo mirrorless. Disponible fin septembre pour 2500 €. Ça pique. Canon a aussi annoncé le 24-70 f2.8, toujours pour la monture RF, donc en sériel, stabilisé, disponible en fin septembre pour 2500 €. Et ils annoncent que le 70-200 f2.8 arrive, donc la sainte trinité des f2.8 sera bientôt disponible pour les heureux possesseurs de EOS R et EOS RP, pardon. Chez Panasonic, on a annoncé le 24-70 f2.8 dans la série Lumix S Pro en monture L, donc la fameuse monture des nouveaux Panasonic et des Leica aussi, avec un double focus système. Je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire, mais il paraît que ça va beaucoup plus vite. Il y a 2 moteurs d'autofocus, donc pour accélérer l'autofocus. Disponible en octobre pour 2500 € aussi. Ça continue de piquer. Nikkor annonce le 85 mm f1.8S pour sa monture Z, donc encore une fois pour les mirrorless Nikon, disponible en septembre pour 800 $. Le 24 mm f1.8S en monture Z aussi, disponible fin octobre pour 1000 $. Samyang a annoncé pour les Sony plein format un 18 mm f2.8 autofocus qui ne pèse que 145 grammes et qui sort aux alentours de 500 $, disponible donc en précommande déjà. Ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent faire de la voie lactée, de la photo d'étoiles, mais qui ne veulent pas forcément se trimballer un énorme objectif, genre un Sigma. Les Sigma f2.8 sont hyper qualitatifs, mais très très gros ou très lourds. Donc pourquoi pas, peut-être à tester pour voir ce que ça donne. S'il est bon optiquement, ça peut être vraiment un bon deal, parce que 145 grammes, on peut clairement l'emmener partout, quoi. Yongnuo qui sort un 35 mm f1.4 autofocus. Vous voyez, j'ai du mal un petit peu à comprendre pourquoi certains arrivent à faire des objectifs super compacts, et puis là on a un 35 mm f1.4 mais qui est super long. Alors oui, il y a plein de combinaisons optiques, plein d'éléments optiques, mais ça nous fait des objectifs super gros et super lourds, alors qu'on est capable de faire des 35 mm f1.4 beaucoup plus réduits aussi. Donc voilà, des fois j'ai un petit peu du mal à comprendre. Bref, c'est une nouvelle version du Yongnuo avec un moteur ultrasonique pour les montures Canon EF et Nikon F, donc pour réflexe, environ 400 $ quand ce sera disponible. Laowa a annoncé la sortie du 17 mm f4 pour Fujifilm GFX, donc pour les moyens formats de chez Fuji. Donc c'est a priori l'objectif le plus grand angle rectilinéaire possible. Dites-vous bien qu'un 17 mm sur un moyen format, c'est vraiment énorme, c'est-à-dire que c'est un angle très très grand. C'est comme si vous alliez mettre j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être un 12 mm ou un 10 mm sur plein format. Donc c'est extrêmement large. Disponible pour 1200 $, et je trouve ça intéressant de commencer à voir qu'il y a des constructeurs tiers qui commencent à sortir des optiques pour les moyens formats de chez Fuji.
Lee qui sort un nouveau système de porte-filtre, enfin c'est pas son nouveau système de porte-filtre, c'est plutôt un adaptateur qui va vous permettre de mettre deux filtres rectangulaires en même temps. Donc ça s'appelle le Tandem Adapter pour pouvoir avoir deux porte-filtres qui permettent donc voilà, de mettre deux filtres gradués. Souvent on va en mettre un qui va faire sur l'ensemble du ciel, et puis imaginons que vous ayez le soleil d'un côté de votre photo. Vous avez une partie du ciel qui est beaucoup plus claire que l'autre, donc vous pouvez être intéressé à l'idée de venir en glisser un deuxième qui va lui venir sur le côté par exemple. Ou bien s'il y a quelque chose de très lumineux au premier plan, vous pouvez aussi décider de l'atténuer un petit peu. Voilà, je trouve ça moyennement intéressant. Je pense que c'est des cas très spécifiques. Si vous en avez besoin, vous le savez déjà à mon avis. Moi perso, ça ne va pas m'intéresser plus que ça. Je me pose la question d'ailleurs, est-ce que du coup, maintenant qu'on peut avoir deux filtres qui tournent l'un séparément de l'autre, est-ce qu'on n'a pas des polarisants qui seraient en format carré qu'on pourrait tourner comme ça aussi? Ça coûte 65 $. Et puis ici, qui sort à peu près dans le même temps, le Switch, qui est un système double porte-filtre. Donc là, pour le coup, ça inclut le porte-filtre avec, et qui permet de faire exactement la même chose pour des filtres gradués. 99 $. Nightcore qui sort des batteries pour les appareils photo Sony avec une spécificité, c'est qu'il y a une app qui sort en même temps, une application qui vous permet déjà de numéroter vos différentes batteries, donc d'avoir les références et de savoir celle-là, c'est celle-là qui est dans l'appareil, celle-là elle est chargée, celle-là est déchargée. Et puis ça vous permet de voir en permanence le taux de charge de chacune de vos batteries. Et il y a un système qui s'appelle Storage Mode, donc un mode de stockage en gros, pour quand votre batterie est mise de côté, qui s'occupe automatiquement de baisser la charge de votre batterie à 70%. A priori, c'est ce qui permet de mieux la conserver dans le temps. Donc je trouve ça assez intéressant de voir ce qu'on est en train de faire. Alors moi perso, mes batteries, elles durent super longtemps et voilà, j'ai pas besoin de monitorer comme ça en permanence mes batteries, mais je pense pour certains photographes, ça peut être utile. ProGrade Digital, eux, c'est plutôt les cartes SD qui les intéressent, vu qu'ils sont fabricants de cartes SD. Et ils sortent un logiciel qui s'appelle Refresh Pro, qui vend quand même 30 €, qui est censé nous donner l'état de santé de notre carte SD en fait. Alors quand on peut voir ici, on peut voir, tiens, l'état de santé excellent, on peut venir faire un petit nettoyage rapide, ou on peut faire un check-up complet, ou remettre à neuf notre carte SD. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre, je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour des cartes SD, là où c'est une mémoire flash en fait quelque part, autant sur les disques durs par exemple, les disques durs, défragmenter un disque dur, ça avait du sens, remettre les différentes infos aux autres endroits, réorganiser l'information sur le disque pour améliorer ses performances, ça avait du sens. Autant pour une carte SD, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Pour moi, quand on la formate, elle est remise à neuf, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses à faire pour qu'elle soit remise à neuf. Donc je ne sais pas, ça permet de voir aussi le nombre de fois où vous l'avez reformatée, parce que paraît-il, au bout d'un certain nombre de fois, quand on la reformate, elle devient moins fiable. Donc je ne sais pas trop quoi penser de ce logiciel-là. Autre innovation, Photo Rock Bar, pour les personnes qui utilisent des sacs de sable pour bien tenir leur trépied. Là, ça permet de remplacer les sacs de sable. C'est une espèce de petit tube qui est plus compact et dans lequel qu'on va remplir en fait sur place. Donc ça permet de faire un truc un peu plus propre que des sacs de sable. Voilà, si vous allez faire des photos sur la plage, oui, pourquoi pas. Après, si vous êtes à des endroits où il n'y a rien pour mettre dedans, c'est peut-être moins pratique. Bon voilà, moi je ne suis pas tellement client de ces choses-là de toute façon, donc je ne peux pas trop vous dire. Ça existe, 45 $. Et un petit projet Kickstarter qui n'a pas fonctionné malheureusement, mais que je trouvais intéressant, c'était un projet d'étude qui s'appelait la Alulu Camera. C'est un petit appareil photo instantané, vous savez, comme les Instax, qui permettait d'imprimer sur des tickets de caisse. Donc il disait, plutôt que de gaspiller du papier ou d'acheter des papiers pour les Instax qui coûtent super cher, des papiers type Polaroid, là l'idée c'est que ce soit un peu écologique, un peu économique parce que ça vous coûte pas cher en papier. Et je trouvais l'idée plutôt intéressante et finalement donc voilà, il le proposait à 90 $. Et malheureusement ça n'a pas trouvé son marché, mais je trouvais le truc plutôt sympa. Alors ça fait des photos, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est sur un ticket de caisse quand même, mais voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Une nouveauté aussi qui est Monogram. Alors Monogram, c'est Palette version 2. Donc Palette, je ne sais pas si vous voyez, c'est le concurrent de Loupedeck en fait, en gros. Hein, c'est deux systèmes de platines différentes pour pouvoir retoucher ses photos dans Lightroom en particulier, mais dans d'autres logiciels aussi. Et donc la version 2 de ce qui était avant le Palette s'appelle maintenant Monogram. C'est toujours modulaire, vous pouvez mettre vos modules exactement dans l'ordre que vous voulez.
c'est vraiment diamétralement opposé au Loupedeck. Le Loupedeck est vraiment fait, tout est prêt en fait. Vous lancez Lightroom, vous êtes sur Loupedeck, vous pouvez commencer à utiliser tout de suite, c'est assez instinctif. Au début, vous avez besoin de regarder un petit peu les molettes et puis après, vous savez où elles se trouvent. Là, le palette, c'est vraiment pour les personnes qui savent très bien mémoriser exactement l'usage des différents curseurs, parce que là, vous n'avez aucune annotation, et vous n'avez aucune annotation dessus, parce que justement, vous pouvez les configurer comme vous voulez. Donc c'est bien pour les gens qui aiment exactement perfectionner leur expérience utilisateur. Voilà, moi je sais que personnellement, quand j'utilise ces trucs-là, j'oublie au bout de 2 jours les réglages que j'ai mis, et voilà, à la limite, si je retouchais 200 photos par jour et que ça devenait une seconde nature, peut-être, mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas client de ça. Monogramme proposé sur Kickstarter à 340 $ quand même. Le petit coup de pouce du mois, c'est pour la chaîne YouTube Full Frame. Vous connaissez sûrement déjà, vous avez sûrement déjà été voir, c'est Florian Agnières qui était déjà passé dans des vidéos sur mon petit réflexe. C'est un bon copain. Voilà. Et sur sa chaîne YouTube, où il parle de photographie évidemment, il a partagé son expérience au moment où il s'est lancé dans la photo, un petit peu par des rencontres en fait. Et notamment, il a bossé pour quelqu'un qui lui a fait miroiter énormément de choses. Et il explique avec beaucoup de transparence et beaucoup de lucidité comment lui a vécu ces années avec cette personne qu'il a purement et simplement exploité. Enfin voilà, je le laisse vous expliquer, c'est vraiment passionnant, c'est super intéressant. Je pense que tous les jeunes photographes qui voudraient se lancer un jour, qui voudraient en faire leur carrière, doivent aller voir ces vidéos-là. C'est une très bonne leçon. Donc allez jeter un œil, comme d'hab, je vous mets le lien en dessous dans la description. Et je finis avec un grand merci encore une fois à Salle Digital qui sponsorise cette vidéo et qui normalement va sponsoriser aussi les 2 vidéos prochaines. Donc voilà, un grand merci à eux. Si vous avez des tirages photos ou des livres que vous voudriez offrir à Noël par exemple, allez faire un tour sur Salle Digital. C'est un très bon site qui permet de faire pas mal de choses. J'ai déjà testé sur la chaîne, vous savez, moi je les utilise personnellement aussi pour certains de mes tirages ou certains de mes livres photos. Merci encore Salle Digital et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!